Je m'appelle Marie-Charlotte, la fondatrice de Afropreneur Belgium, et aujourd'hui je suis là pour vous accompagner durant cette journée, présentée donc par le Dr Bissanga ici et Adeline. Je suis d'abord connue pour être la cofondatrice du concept Boucle d'Ébène qui existe depuis 2004 en France. Donc Boucle d'Ébène, c'est quoi? C'est une organisation qui valorise depuis près de 20 ans à peu près la beauté noire au naturel, donc à travers le trait du cheveu. Donc quel que soit le type de cheveux, qu'il soit crépus, frisé, bouclé, ondulé, et bien depuis près de 20 ans, on a choisi de le mettre en valeur dans son état naturel, d'accord? Et par la suite, donc nous avons mis en place des événements, donc les salons événements Boucle d'Ébène. Il y a eu 6 éditions jusqu'à présent. Et la dernière a été présentée en 2017. Et je suis depuis 2011 également coiffeuse et formatrice, spécialiste des cheveux crépus, frisés, bouclés au naturel et des locks. Donc je suis basée en région parisienne depuis donc 8 ans. C'est un cheveu en fait qui, de par sa caractéristique, est fragile. Fragile, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas bien. Il est fragile parce que à chaque, vous voyez qu'il pousse comme ça en spirale, d'accord? C'est une structure hélicoïdale, donc en spirale. À chaque tour, à chaque boucle, il y a des points de fragilité. Ça veut dire qu'il a besoin de manipulation extrêmement douce, d'extrême douceur, d'extrême attention. Malgré le fait que visuellement on le trouve parfois un peu dur ou dense, etc., on a tendance à confondre le côté dense et le côté fragile. C'est un cheveu qui naturellement est beaucoup plus fin également. Évidemment, il y a différents diamètres selon les personnes, mais c'est un cheveu qui est plus fragile qu'un cheveu caucasien ou qu'un cheveu asiatique, qui est beaucoup plus gros en diamètre et beaucoup plus solide, d'accord? Il y a une grosse confusion dans nos pratiques et dans nos routines par rapport à ça. Je répondrai à vos questions après, mais c'est juste pour que vous puissiez bien clarifier. Quand je parle d'hydratation, je parle d'apport en eau. Et l'hydratation, donc cet apport en eau permet aux cheveux d'être malléables. Sans hydratation, un cheveu frisé ne peut pas être malléable. Et s'il n'est pas malléable, eh bien, il va être cassant et il va se fragiliser, donc se casser. Ok? Et de la même façon, si on n'apporte pas de douceur dans les gestes ou dans les pratiques, par exemple des tresses trop serrées ou des rajouts faits de manière systématique, trop lourd, trop long, et bien forcément la fibre va se fragiliser depuis la racine, puisqu'il y a une tension. Et ça crée ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, d'alopécie, de traction motoragile. Et du coup, il a besoin d'extrême hydratation, d'extrême nutrition. Donc là, la nutrition, c'est un apport en huile. Et de manipulation douce. Donc plus on est vers le côté gauche, plus on a besoin d'extrême, de ce que je viens d'expliquer. Plus on s'éloigne en allant vers la droite, plus donc la boucle est un peu plus large, comme ça. Nous on est entre là ici. Les cheveux afro sont de type 3 à 4, ok. Donc plus on va vers la boucle, plus le côté lourd des huiles va être moins nécessaire. Pourtant l'hydratation toujours. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça se traduit comment en termes de produits? Ça veut dire que pour un cheveu plus serré, avec une frisure plus serrée, on va plutôt utiliser des textures crème. Pour mon type de cheveux, crépus frisés, crépus serrés, pardon, je vais d'abord utiliser soit un spray, d'accord, d'eau ou une émulsion en tout cas, comme ici les produits Oline, elle viendra les présenter dans un instant.
pour pouvoir préparer la chevelure et lui apporter l'eau dont le cheveu a besoin. Derrière, techniquement, je dis bien techniquement parce que si c'était aussi simple que ça, ben on ne serait pas là tous réunis. Techniquement, moi, sur mon type de cheveux, je vais apporter plutôt une texture crème. La crème, c'est ce qu'il y a de plus lourd en termes de formulation de produits, d'accord? La crème allie l'hydratation, donc encore un apport en eau, plus un mélange de synergie d'huile. Pour les laits, on va plus être du côté ici. Ici, on est plus sur une texture crème. Ici, plutôt sur des laits. Alors, tout le monde a entendu parler de scellés d'hydratation, je suppose. Ça parle à tout le monde, scellés d'hydratation. Donc, juste pour être sur la même longueur d'onde, scellés d'hydratation, c'est ce qu'on... Comment dire ? C'est quand on a bien hydraté son cheveu préalablement, donc soit avec un spray, soit avec une crème, soit avec un lait, et qu'on veut maintenir le degré d'hydratation, donc le côté souple et malléable du cheveu, plus longtemps à l'intérieur du cheveu. Et effectivement, dans la pratique, plus le cheveu est en état d'hydratation, plus il est protégé, plus il est en santé, et plus il est beau aussi. Là, il a été préalablement comment dire, tressé, donc on ne voit pas sa texture serrée, mais elle a un cheveu plutôt assez dense. Et il a été enduit d'huile, vu ce que je ressens dans les mains. J'en parlerai dans un instant, parce que l'huile c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients dont il faut avoir conscience. Donc la vanille. Alors là, c'est le spray de All-in. Je ne vais pas rajouter de produits puisqu'il y en a suffisamment. D'accord ? Au fait, ce n'est pas la quantité de produits qui fait le résultat, c'est le bon choix. Et quand, en général, on a les bons produits, on n'a pas besoin d'en mettre, le bon produit pour sa texture, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok ? Donc une vanille, c'est quoi ? C'est 2 brins, tout le monde connaît, je fais ça rapidement. 2 brins qu'on tourne ensemble, les uns autour, enfin l'un autour de l'autre. Donc une coiffure vanille. Voilà, sur toute la tête, permet ensuite d'être travaillé en queue de cheval, en chignon banane. Quand la sportive, donc Samuela sportive qui court tous les jours, court, elle peut libérer ses cheveux pour justement les aérer, ok ? Donc il y a la transpiration, etc. Une fois qu'elle a terminé, elle les laisse donc sécher à l'air naturel. Ensuite, pour aller au travail, elle va pouvoir les attacher, donc en chignon par exemple. Et évidemment, son shampoing, puisqu'elle est très sportive, elle va le faire combien de fois dans le mois ? Au moins. Au moins 10. Qui a dit 10 ? Moi. Au moins 10. Alors, techniquement, si elle court tous les jours, elle peut le faire au moins 2 fois par semaine. D'accord ? Quand elle a des vanilles, l'avantage, donc je vous donne une petite astuce. Vous avez des vanilles sur toute la tête, vous êtes sportive, vous ne voulez pas défaire les vanilles parce que vous voulez réutiliser, enfin vous voulez réadapter pour vous coiffer pour aller au travail. Eh bien vous allez, quand vous allez faire votre shampoing, vous divisez la chevelure en 4. Hop. En 4, donc on imagine hein, tout ça plein de vanille. Vous mettez des petits élastiques au bout des 4 sections, ok. Et vous utilisez donc votre shampoing que vous diluez avec un peu d'eau, pas le shampoing en direct parce qu'il va avoir du mal à être rincé.
Vous focalisez sur le cuir chevelu, s'il vous plaît. Quand on lave ses cheveux, c'est le cuir chevelu qu'on veut débarrasser des résidus, des produits, de la transpiration, etc. Et par voie de conséquence, quand on rince, les longueurs sont également nettoyées. Donc là, pour les bannis, en l'occurrence, vous allez juste avoir ce geste-là pour bien émulsionner et répartir le shampoing. Et ensuite, vous rincez. Vous séchez à la serviette. Surtout pas comme ça, puisque sinon on crée des frisottis et on crée des frottements inutiles. Rappelez-vous, le cheveu est plutôt fragile par nature. Du coup, on a besoin d'avoir un geste plutôt dans ce sens-là ou de tapotement. C'est clair? Ok, super. Et s'il y avait des nœuds, de toute façon, on les aurait éliminés progressivement comme ça, puisque les nœuds, en fait, s'ils sont ici, on va les éliminer et on va les faire aller vers l'extérieur. On les démêle. Toujours, vous voyez, je maintiens toujours la racine parce que je ne veux pas créer de tension et je ne veux pas lui faire mal non plus. Ok, voilà. Pourtant, je vais jusqu'à la racine. Et une fois que j'ai démêlé, une fois que la section... Vous avez vu à quel point c'est facile? Oui? Ok. Donc en vérité, tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on a pu dire avant, mais ça c'était le passé, du genre le cheveu afro est difficile ou le cheveu afro est dur ou je ne sais quoi d'autre, en vérité ce n'est qu'une mauvaise information liée à de mauvaises pratiques parce que une méconnaissance en fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'accord? Pour remettre ça en place. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie Galipé. Donc je suis blogueuse aujourd'hui pour les soins des cheveux naturels, donc je partage des astuces et soins naturels. Mais le problème que je rencontre et que pas mal de personnes rencontrent aussi, c'est trouver une coiffeuse qui nous donne des soins de qualité et qui sait traiter nos cheveux avec des produits de qualité. Et donc, de par toutes les questions que j'ai reçues, j'ai donc mis en place, on travaille depuis quelques temps sur un projet de plateforme pour référencer les coiffeuses afro ici en Belgique et l'étendre sur le domaine de la beauté, donc des prestataires en matière de beauté au niveau de la Belgique, pour permettre aux utilisateurs, aux utilisatrices de pouvoir trouver les coiffeurs dans leur rayon géographique assez facilement et de pouvoir trouver les bonnes coiffeuses et les prestations qu'elles ont besoin ou qu'ils ont besoin parce que les hommes ne sont pas exclus non plus. Donc le projet s'appelle Calipé pour nous permettre de valoriser notre identité et valoriser et visibiliser aussi les prestataires en matière de beauté afro qui ont, pour la plupart du temps, manque de visibilité et de valorisation, et aussi valoriser nos cheveux naturels et ce cheveu qui fait partie de notre identité. Donc vous pouvez me rejoindre sur le stand pour vous expliquer et vous donner plus d'informations sur le projet. On travaille sur la plateforme et ça sera en ligne très bientôt. Nos cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés sont des matières absolument incroyables. Ça veut dire qu'on peut tout faire avec, sans avoir à utiliser de façon systématique en tout cas, de rajout ou d'extension ou de perruque ou de tissage. Ça fait partie du panel qui est disponible, on va dire, d'accord? Mais pour garder un cheveu en santé, vraiment, il y a pléthore de coiffures possibles et à créer encore à partir de nos cheveux. Et les canons de beauté qui sont imposés dans la société occidentale sont des canons qui sont superbes pour un cheveu caucasien, mais qui ne correspondent pas forcément à nos types de cheveux. Donc je vous propose de vraiment réinventer nos codes de beauté. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus.
Homo napi, je trouve que c'est intéressant de revenir sur ce terme. Alors, on l'a utilisé de manière globale. Alors, on l'a utilisé de manière globale pour faire référence. Mais au départ, il faut savoir que le pelage, donc pelage, c'est vraiment la pelage, donc pelage, c'est vraiment la couche de référence, et donc à la période de l'esclavagisation, était utilisé pour parler de manière, pour extramer de manière du cheveu frisé, donc on voit encore du cheveu frisé, donc on voit encore était animalisé, était cette appellation de couche de pelage, cette appellation de couche de pelage, donc c'était vraiment à l'animal, donc c'était vraiment ensuite comme une insulte au sein des communautés noires, justement pour vraiment dénigrer vraiment les personnes afrodescendantes, on se rend compte dans les années 2000, ce mot va être détourné par les communautés noires afrodescendantes, et donc on va connoter une valeur améliorative, et c'est comme ça qu'on va parler du cheveu, souvent quand on va parler de napi, on va dire que c'est la contraction de napi, on va dire que c'est la contraction de naturel, mais quand même c'est important de revenir sur l'ancrage, c'est important de revenir sur l'ancrage du langage de ce mot, et ce qui nous mène aussi à voir un petit peu aussi à est-ce que aujourd'hui finalement on se retrouve à devoir parler de nos cheveux, on se retrouve à devoir parler de nos cheveux, alors que dans une salle c'est notre cheveux, alors que très somatologique en réalité, somatologique en réalité, mais il faut savoir que c'est un champ bien plus large, la colonisation, l'esclavagisation, finalement ce cheveu vient cristalliser et devient l'enjeu d'un rapport socio-symbolique, et il vient marquer la violence, par rapport symbolique et physique par rapport de l'esclavagisation, qui va se traduire au travers du rapport au corps. Ça c'est un petit peu pour placer le contexte. Au niveau de la colonisation, on voit que en réalité il y avait toute une symbolique au niveau vraiment du classement, la manière dont vous étiez coiffé, la manière dont vous situez votre appartenance, permettait de vous situer votre appartenance, permettait aussi de situer votre âge, permettait aussi de situer votre âge. Et donc ça s'inscrit vraiment dans un collectif, dans un individuel, donc le collectif, mais aussi individuellement le cheveu essentiel, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les femmes et pour les hommes, c'est important. On assiste vraiment à une rarification, on assiste vraiment à une rarification de cet art, les personnes qui sont en situation de dominer, donc qui sont colonisées, vont au fur et à mesure, je dirais, les traits somatologie, les traits somatologiques des dominants, et donc c'est comme ça qu'on va arriver à tous les blanchiment de la peau, etc. Blanchiment de la peau, etc. On en vient à une société où finalement, les personnes sont amenées à se défriser, les personnes sont amenées à se défriser les cheveux, et ça je pense que c'est important de le prendre en compte, et ça je pense que c'est important de prendre en compte, c'est que cette désidentification du cheveu va être considérée comme une norme. Du cheveu va être considérée comme une norme. Il faut savoir plus ou moins à 70%, plus ou moins à 70%, positif d'un certain point de vue, c'est que c'est positif d'un certain point de vue, c'est que ce chiffre est en train de baisser, mais à 70%, le nombre qui se dénature chimiquement, qui se dénature chimiquement le cheveu dans un rapport qui est inversé. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que on arrive finalement dans toute une population de personnes afrodescendantes où la norme devient afrodescendante, et la norme devient le défisage, et se questionner et dire qu'est-ce que ça vient marquer, qu'est-ce que ça vient dire, et on se rend compte qu'est-ce que ça vient dire, et on se rend compte que toute une série, les femmes, les hommes suppriment les problèmes, les hommes suppriment les problèmes dans la boule à zéro, et bien dans la boule à zéro, être face à un choix capillaire qui est imposé, parce que dès l'enfance, souvent pour toute une génération, en tout cas pour les personnes avec toute une génération, en tout cas pour les personnes avec qui ont travaillé dans le cadre de recherche, ont été amenées à se défriser les cheveux, ou à porter des extensions
prévention des tissages, justement comme elle l'avait expliqué, justement comme sanitaire, on est dans de la maltraitance, on est dans de la maltraitance. C'est votre choix de porter votre cheveu crépus, c'est votre choix de porter votre cheveu crépus. Mais peu importe les circonstances, les gens étaient choqués, et les gens m'arrivaient dans la rue étaient choqués, et les gens m'arrivaient comme ça. Ne donnez pas l'opportunité comme ça, ne donnez pas l'opportunité, vous pose la question parce que vous constituez un modèle, je vous constituez un modèle, je porte un crépus. Et donc je pense que les hommes et les femmes, je pense qu'on s'accepte, les hommes et les femmes, ils ont accepté un message d'acceptation de soi, qui est message d'acceptation de soi, qui est plein d'informations pour les nouvelles générations. Est-ce que je pourrais se poser la question, est-ce que je tiens d'abord, je porte un tissage? Donc c'est toutes ces questions qu'il faut vraiment, donc c'est toutes ces questions qu'il faut vraiment pleinement mettre en acceptation de soi, à tous les échelons de la société, et que finalement de la société, et que finalement les mentalités changent, et donc en nous célébrant et en inciter la jeunesse à se déployer, la jeunesse à se déployer, à se pleine confiance et à être en pleine confiance et à principalement l'agression chimique à travers certains produits cosmétiques. Donc, ma question numéro 2 est, selon vous, que signifie le mot toxique? On n'a pas beaucoup de temps, il faut faire vite. Hein. C'est du poison. Exactement. Et qu'est-ce qu'un poison fait? Exactement. Donc, on va sur tout ce qui est poison ou produit toxique. On finit par tuer le cheveu et c'est tout à fait normal quand on donne à nos cheveux ce que nos cheveux ne veulent pas. Donc, ma question 3 est, est-ce que vous connaissez des produits qui sont toxiques pour les cheveux? Cheveux afro dans ce cas-ci, principalement. Exactement. Donc, on va commencer par le défrisant. Et vous savez quelle est l'action du défrisant sur les cheveux afro? Casse les ponts des sulfures. Exactement. Donc, on casse tous les ponts des sulfures qu'on avait avec nos cheveux crépus. On les casse tous, mais on les casse de manière irréversible. Parce que le défrisant, il faut savoir qu'il doit rester en contact très longtemps avec les cheveux pour pouvoir casser ces ponts des sulfures. Ils sont très... c'est comme quand on est très amoureux, ils sont pareils. Ils sont très très cohésifs entre eux. Il faut exercer une action assez forte, assez... il faut que ce soit très agressif pour casser. C'est pour ça que généralement dans les défrisants, on va retrouver du NaOH, qui est l'hydroxyde de sodium. Et on va se retrouver à des pH beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc généralement un pH neutre c'est à 7. Et là on se retrouve au-dessus de 10 et ça provoque justement la cassure de tous ces ponts disulfures. On se retrouve avec les cheveux lisses, mais c'est permanent, vu qu'on l'a appliqué suffisamment longtemps. Utilisé dans les détergents et qui va aussi être utilisé dans tout ce qui est cosmétique pour son pouvoir détergent sur les cheveux. Donc il va bien nettoyer. Vous aurez l'impression qu'il nettoie très bien, très fort parce qu'il agresse le cheveu évidemment. De par ces deux parties, donc il a une partie qui aime le gras et une partie qui aime l'eau. Donc on va l'utiliser pour pouvoir enlever le gras qui se trouve au niveau des cheveux. Et il va très bien mousser et ça coûte moins cher pour l'industrie d'utiliser ça. Et par contre il va être irritant pour nous, pour le cuir chevelu, il va le fragiliser. On va produire moins de sébum. Et donc on le retrouve dans plusieurs shampoings. Vous le connaissez? Donc il faut faire attention quand vous achetez vos cosmétiques, il faut toujours lire ce qu'il y a. Et le sulfate de sodium, il peut adapter. Puis ensuite, on a tout ce qui est conservateur, donc vous en avez parlé tout à l'heure, qui vont avoir un effet allergène sur les cheveux. Donc on a souvent des agents conservateurs dans les formulations des produits pour pouvoir, comme son nom l'indique, les conserver. Et généralement, ceux qui sont utilisés sont le phénoxyéthanol, les parabènes, que vous connaissez très bien pour la plupart et qui sont très allergènes pour les cheveux et irritants aussi. Il y a toujours, je mets en évidence ici l'effet principal, l'effet néfaste principal. Et pour les conservateurs, ça va se mettre allergène et créer beaucoup de problèmes après. Puis ensuite, on a tout ce qui est alkylphénol, qui vont servir en fait d'émulsifiant pour les formulations et des tensioactifs. C'est très complexe. Et eux, en fait, comme la plupart des produits qui sont retrouvés dans les cosmétiques, vont avoir un effet de perturbateur endocrinien. Donc, ça peut causer tout ce qui est stérilité, cancer, parce qu'il va avoir un effet sur les hormones au niveau de notre corps. Donc, soit il va se comporter comme une hormone une fois dans le corps, ou encore il va inhiber l'action de l'hormone. Et ça va avoir un effet perturbateur au niveau de notre système hormonal. Donc, les liaisons sont à ce niveau-là.
Il faut savoir que ces liaisons sont fortes, donc c'est assez cohésif. Du coup, elles vont influencer tout ce qu'on fait à chaque fois sur nos cheveux. On ne les voit pas, ces liaisons, mais elles existent. Puis voilà, je vais commencer par vous poser une question. Pourquoi est-ce que le cheveu africain est frisé? À votre avis, qui sait? Après avoir vu les liaisons, les ponts disulfures, à votre avis, qui sait pourquoi le cheveu africain est-il frisé? Protection pour le soleil. Alors, on a les ponts disulfures, on a la kératine, et on a le cheveu africain qui est frisé. Les ponts disulfures font la cohésion. J'entends rien. Les ponts disulfures créent la forme hélicoïdale. Voilà. C'est ça. Donc, plus un cheveu va contenir des ponts disulfures, plus il sera frisé. Alors, vous avez vu cette image tout à l'heure, donc on passe du cheveu de type 1 à 4C, et donc, au plus on va aller vers la droite, au plus il y aura des ponts disulfures. C'est pour ça qu'on a les cheveux plus frisés, parce qu'on a plus de ponts disulfures dans tous les sens, et donc ça donne différentes cohésions entre les atomes de soufre au niveau de la cystéine. Je pense que parmi vous, toutes les femmes apprécient d'être belles, reconnues, et quand ils marchent, il faut qu'on regarde un peu, quoi. Alors moi, j'étais à fond, à tel point que pour les Congolaises, ceux qui savent, la coquetterie, c'est notre signe d'incarnation. Alors, une femme congolaise ne sort jamais négligée, il faut vraiment que ça soit à 100%. Alors moi, j'étais tellement accro au tissage et au défrisage, à tel point que je ne connaissais même pas que j'avais des cheveux sur ma tête. Mes cheveux, je ne les connaissais pas, en fait, je les ignorais royalement. Donc, c'était des cheveux, mais seulement pour attacher les tissages. Mon souci, c'était plutôt qu'il manque des tissages dans le magasin, parce que pour moi, mes cheveux, ils poussaient dans le magasin. Tant qu'il y en aura, il n'y a pas de souci. Pour moi, mes cheveux, basta, c'est pas un problème. Donc, j'étais vraiment accro à ça, à tel point que je le perdais au fur et à mesure, mais je ne me suis même pas rendu compte que je le perdais déjà. Alors, c'est grâce à ma fille, un bon jour, quand j'essaie de faire la même chose pour aller me remonter mon tissage, eh bien, ma fille me regarde et elle me dit, mais hé, maman, franchement, tu as encore besoin de te lever pour aller tisser, tu t'es regardé, il te reste pratiquement plus rien sur la tête. Moi, je n'aimerais pas te ressembler et je ne veux pas être comme toi. Ça, c'est la parole de ma fille et ça m'a fait un choc. Parce que pour moi, je voulais être un modèle pour ma fille. Je ne veux pas qu'elle ressemble à Beyoncé ou à Rihanna, je veux qu'elle me ressemble parce que je portais 9 mois. C'est tout à fait normal. Et donc, quand elle me dit que je ne veux pas te ressembler, ça, c'était un couteau dans mon cœur et dans mes tripes de mère. Donc, cette phrase m'a réveillée depuis ce jour-là. C'est comme si j'étais tombée de très haut, mais en fait je n'étais même pas très haut parce que j'étais déjà plus bas. Je me croyais plus haut, je me prenais pour Naomi Campbell, parce que moi la référence était Naomi Campbell. Et donc du coup, je pensais vraiment que j'étais plus haut, mais en fait j'étais plus bas. Avec mon tissage, j'avais plus rien sur la tête, c'était vraiment le bas de bas, quoi. Donc elle m'a sauvé la vie ce jour-là en me mettant ces deux phrases devant mes oreilles et je les ai vraiment entendues du fond de mes tripes comme une mère et dire que ma fille ne peut pas me ressembler, c'est non. Et donc c'est ça vraiment qui m'a réveillée depuis ce jour-là. Et je me suis en plus vue face à ma fille comme quelqu'un qui ne peut rien lui donner. Donc, tu as un enfant, tu ne peux rien lui donner, tout ce que tu sais lui donner, c'est qu'elle va finir comme toi, sans cheveux. Et donc du coup, ça c'est comme si je suis venue rien faire en fait sur la terre. Je fais des enfants, je leur lègue un problème et moi, voilà, je fais rien avec mon problème en moi. Donc du coup, j'étais victime de ça parce que toutes les femmes ne savent faire que ça. Hein? C'est pas vraiment de notre faute. Hein? Avoir un tissage sur la tête, c'est pas nous qui le voulons, mais c'est ça qu'on sait faire. En dehors de ça, on ne sait rien faire autrement. Défriser nos cheveux, moi, c'est ça que je savais faire. En dehors de ça, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, du coup, avec mon crâne dégarni, donc je deviens un accidenté de la beauté. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de Bicody? En quoi consiste la marque exactement et votre gamme capillaire? C'est comme ça que justement, je suis allée à la recherche de toutes les solutions. Parmi les solutions, donc il y a beaucoup d'informations qui m'ont fait aimer mes cheveux, qui m'ont fait mettre la paix avec moi-même.
Et donc, j'ai permis à mes enfants de pouvoir être autonomes. Et avec ça, notre solution qui est Mbikoudi, ça permet donc aux enfants de pouvoir avoir des cheveux et ne pas être comme leurs mamans qui n'ont plus de cheveux, tout simplement. Et on peut vous retrouver ici. L'irrigation. Je dis exprès irrigation parce qu'il y a une certaine analogie avec la plante. On a un système d'irrigation ici. Puis on aurait donc une alimentation du bulbe et une tige, comme dans une plante. C'est extraordinaire. Et on a aussi un système nerveux, très important aussi de se rappeler cela. Et on a des glandes sébacées. Ces glandes sébacées sont constituées notamment de triglycérides et free fatty acids, acides gras libres. Dont la composition en fait permet de lubrifier la tige capillaire. Déjà ici, on se rend compte que la circulation est un point important. Ça apporte les nutriments. Donc si jamais on a une réduction ici, ça ne va pas bien se passer pour cela. Une petite enquête, je vais vous présenter quelques résultats pour vous dire ça. Et après, il faut que je vous dise aussi que je travaille beaucoup sur le dépassement de la façon que nous avons de poser les problématiques du corps, du cheveu, parce que j'ai continué à travailler justement sur le corps et les cheveux, parce que je me disais, le cheveu cosmique, c'est finalement le cheveu crépus qui a le plus, qui mérite le plus d'être désigné de cette façon-là. C'est un cheveu antenne, entortillé, qui a ses pointes vers le haut, et j'ai commencé sur le cheveu donc cosmique, pour dire, bon, on va arrêter de parler des frisages, etc. Et finalement, je suis tombée en Égypte antique, que je connaissais peu, et je vous assure que tout ce que j'ai découvert, eh bien ça m'a vraiment scié, parce que j'ai pas découvert seulement l'histoire d'une spoliation, mais l'histoire d'une immense richesse de la femme noire, de la civilisation d'où elle vient, qui a tout inventé, de tout ce que nous critiquons aujourd'hui. Il faut savoir qu'elle le pratiquait dans son contexte, où elle était dominante, où elle était chez elle, et où elle utilisait des matériaux d'une autre nature pour ses tissages. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça existe en Égypte antique. Je suis remontée à au moins 5000 ans et les femmes pratiquaient déjà ce qu'aujourd'hui nous essayons d'analyser en termes d'aliénation. Parce que quand l'Africaine faisait ça il y a des milliers d'années, elle n'était pas déconnectée de son continent ni de son corps, et elle n'avait pas de souci d'imiter la femme blanche, comme on le dit, elle était en elle-même. Et ça, cette analyse, partie de l'analyse, nous devons la récupérer pour comprendre ce qui s'est passé et pour ne plus faire de la femme noire une femme qui imite, qui n'a aucune valeur. Elle a oublié, mais on peut oublier et se rappeler l'histoire en la connaissant, en la développant et en apprenant surtout à ne plus se considérer comme une partie défectueuse de l'humanité. Voilà. Donc l'enquête disait, pourquoi portez-vous des postiches? Et quand vous regardez sur le tableau, vous voyez, eh bien, les grandes réponses, c'est pour être présentable. Vous allez voir que la dimension sociale est très importante dans les choix des femmes. Pour me sentir plus belle, et puis... je n'aime pas les tresses. Je n'aime pas les tresses et c'est une bonne alternative au défrisage. Vous voyez, retenez les réponses. On continue, on peut passer... voilà. Donc ce que je disais, c'est que quand on totalise, pour cacher mes cheveux crépus, je n'aime pas les tresses, je n'aime pas les coiffures africaines en général, et puis je ne supporte pas mes cheveux crépus, je totalise 116 réponses sur 200 personnes qui ont répondu au questionnaire à peu près, vous voyez, pour être présentable, pour faire plus propre, donc la dimension hygiéniste, elle est présente, omniprésente, pour me sentir plus propre, d'accord, et puis plus évoluée, pour me sentir plus sûre de moi, pour être davantage respectée, pour être davantage appréciée, etc., etc. 144 réponses. Il y a quand même là quelque chose. Vous voyez, ça n'a rien d'interne. C'est pas internalisé. Enfin, c'est une représentation, une construction identitaire, mais ça n'a rien de préoccupation intérieure. C'est vraiment pour l'extérieur que autant de souffrances se gèrent et se développent et s'entretiennent et se transmettent. Il faut bien qu'on comprenne cette dimension-là. Le corps est un territoire. Je ne l'ai jamais traité comme un tas de chair. Pour moi, le corps est un territoire politique.
Et c'est comme cela que je le travaille, comme cela que je travaille sur lui et que je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. Donc, je voudrais qu'on dépasse. Bien sûr qu'il faut des savoir-faire. Il faut se reconnecter à l'immensité des savoirs qu'avaient les Africains en matière d'esthétique, de cosmétique, de maniement du cheveu, de rajout, de tout ce que vous voulez. Mais voilà. Je ne sais pas si ça va nous construire plus que ça, parce que l'identité d'abord, c'est plastique et ça évolue. Vous l'avez vu dans beaucoup d'autres situations. On me parle d'amour. Avant, les gens, les Européens, eh bien, ils se mettaient ensemble. La femme n'avait pas le droit de dénuder son corps. Elle avait une sorte de grande chemise avec un petit trou au bon endroit pour faire des enfants d'amour. Non, mais c'était ça la chemise de nuit de la femme d'avant. Regardez-la, c'était de la femme européenne. Alors les histoires d'amour, je veux bien, c'est très moderne, mais souvent ça nous permet, ça fait écran à un certain nombre de réalités sociologiques. Et ces réalités sociologiques, nous sommes le peuple moins, on a fait de nous des choses un peu, oui, enfin, des problèmes, hein, on est le problème, les problèmes du monde. Regardez pour l'Occident, pour les problèmes d'immigration, eh bien vous avez des Européens qui vont dans le monde entier, qui plantent un drapeau et qui disent ici je suis chez moi, et puis qui balayent tous ceux qui sont autour, et vous avez aujourd'hui des Africains qui n'arrivent même pas à avoir un visa, et c'est tellement retentissant dans les médias occidentaux qu'on a l'impression que eh bien, c'est eux qui emmerdent le monde, alors qu'on est en train de les empêcher de profiter de leur continent. Je veux bien que nous sachions, non mais je veux bien, merci, mais n'applaudissez pas. Je voudrais que nous soyons conscients que nos corps se reflètent les problèmes que nous avons dans le monde en général. Et si nous n'arrivons pas à nous placer, à prendre notre place, à être comme les autres qui vont, nous on n'est pas des colonisateurs, on n'a pas colonisé la planète, mais enfin, à aller et passer, vivre avec la médiation de ce qu'on est, on sera toujours là. Le traitement, c'est essentiellement arrêter la traction. Si vous avez une alopécie de traction, si vous arrêtez, vos cheveux vont repousser. Mais il faut arrêter. Alors, il faut arrêter de mettre des extensions, hein, parce que souvent, j'ai ceci en consultation. Vous ne pouvez pas commencer à vous gratter le cuir chevelu jour et nuit et penser que c'est normal. Et dire, oh, on va mettre un peu d'huile de palme, beurre de karité, on va se tartiner de tout ce qu'on veut. Eh bien, tant que le cheveu est là, tant que la protéine est là, eh bien, vous allez continuer à vous gratter. Mais pire encore, c'est que si vous commencez très tôt à avoir ces symptômes, à 16 ans, 17 ans, vous mettez des extensions, vous vous grattez et ça ne vous dit rien, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver lorsque vous allez avoir 30 ans, 40 ans? C'est les chauves. Parce que il se passe une réaction inflammatoire au niveau du cuir chevelu, mais qui devient chronique. L'organisme doit se défendre contre ces agressions. Alors qu'est-ce que fait l'organisme? Il va sécréter un certain nombre de médiateurs anti-inflammatoires pour protéger cette agression. Mais ces médiateurs anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire le follicule. Et voilà l'origine de la perte de cheveux après autant d'années. Ça ne se passe pas la première année, ça ne se passe pas la deuxième année. Et ça vous attend en tournant la quarantaine. Alors, l'American Academy de Dermatologie, l'Académie de dermatologie américaine, dit que la perte de cheveux dans la population noire, chez les femmes afrodescendantes, atteint des proportions d'épidémie. 50% de femmes noires à l'âge de 50 ans ont une perte de cheveux. C'est pas moi qui l'invente. Mais alors, lorsque vous allez voir un dermatologue, mais ce dermatologue-là, il ne sait pas ce que vous faites à vos cheveux.
Hein? Très peu peuvent vous conseiller exactement. On va vous donner une minoxidil, on va vous donner un peu de cortisone, et puis voilà. Mais le problème, c'est cette agression que vous devrez arrêter.